Bonjour à vous, Lucien, Philippe, bonjour. Merci de partager cet entretien pour nous donner un regard sur cette crise sanitaire en la mettant en perspective avec la souveraineté nationale, d'où l'interrogation et le nom de cet entretien, de ce petit débat, crise sanitaire, la souveraineté comme remède. Alors on va déjà commencer en vous laissant vous présenter. Lucien, qui es-tu ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Lucien Cavelier, je suis psychologue à Marseille et membre du collectif Bas les Masques, collectif de soignants formé en mars 2020, en plein cœur de la pénurie de masques et de matériel, un collectif de soignants et de non-soignants qui vise à construire un mouvement populaire pour défendre l'hôpital public et plus généralement les services publics. Donc voilà pour la présentation. Merci Philippe. Oui, bonjour, Philippe Murer, je suis économiste, spécialisé aussi en questions écologiques. Et pour les gens qui me connaissent, je défends la souveraineté depuis de très nombreuses années. Voilà pour... Alors on va essayer de détailler cette crise de manière chronologique avec l'aspect souverain au cœur de cela. Alors la première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est une crise qui a été mondialisée, qui est partie de Chine, dont on avait des informations qui ont longtemps été contenues, mais on a quand même eu des bribes d'informations avant qu'il y ait les premières secousses en Europe. Et Lucien, j'aimerais ton avis chronologique sur le fait que bien il y avait cette problématique de frontières non gérées de manière souveraine au niveau européen, qui a permis des flux de transport viraux dès le départ, on va dire dès janvier. Oui, tout à fait. C'est vrai que on a beaucoup répété qu'il y avait une crise sanitaire, il y avait une crise mondiale, mais c'est d'abord une crise de flux, une crise de mondialisation. C'est que des épidémies, il y en a eu dans l'histoire du monde. Sauf que c'était des épidémies qui contaminaient une planète entière en si peu de temps, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et donc c'est vrai que c'est logique de mondialisation, qu'on a vu un virus qui vient de Chine, avec des frontières floues, a permis, en tout cas entraîné une contamination accrue et rapide. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le projet de souveraineté européenne que Emmanuel Macron propose s'est révélé dans cette crise sanitaire-là être une défaillance totale, intégrale. Quand on sait que le projet européen, en tout cas vendu par Macron et les technocrates qui ont dessiné ce projet-là, était de pouvoir protéger les peuples, en tout cas de ce qu'ils disent, protéger les peuples, subvenir à leurs besoins, permettre d'avoir une autonomie. On a bien vu qu'avec ce virus-là, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ça paraît fou quand même de savoir qu'un virus vient de Chine et que notre dépendance aux médicaments et au matériel vient de ce pays-là. Il faut quand même le dire. Donc ça veut dire qu'il y a eu une pénurie de masques, une pénurie de blouses, effectivement. Alors j'aimerais, avant qu'on détaille cela, est-ce qu'on pourrait parler du rapport aux frontières ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs voix, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue politique, qui ont dit, là, il faudrait, puisque ça s'est propagé par l'Italie au départ, il faudrait fermer les frontières au moins avec l'Italie, mais ce qui contrevenait à la Constitution européenne d'avoir des frontières ouvertes pour la circulation des marchandises et puis bien sûr des personnes. Et donc cette pierre angulaire-là, de non-souveraineté, comme tu le précisais en préambule Philippe, a fait qu'il y a eu déjà une bataille, on dirait, d'approche sur le virus avant même qu'il soit sur le territoire français. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu là-dessus ? Alors je pense que Philippe pourrait mieux le faire que moi. C'est vrai que par rapport aux frontières, on a vu que c'était effectivement une question qui a été très floue sur les frontières. L'espace Schengen nous a dit en fait que le virus n'avait pas de frontières, quoi. Voilà. Comme si on mettait alors que le virus passait avec les hommes. Ce que montre la Chine aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle a éradiqué le virus en 3 mois. Et depuis, elle ne veut plus se recontaminer en contrôlant très strictement les frontières. C'est-à-dire que vous arrivez en Chine maintenant... D'ailleurs, ce qui est paradoxal, parce qu'on dit on ne peut pas arrêter la circulation du virus, mais on crée des confinements. Oui, tout à fait. Du coup, c'est très paradoxal. Donc on met des frontières intérieures. Voilà. En fait, on dit les voyageurs peuvent partir à l'étranger ou revenir, mais à l'intérieur, on n'a plus le droit de circuler. On recrée des frontières intérieures, ce qui est une très bonne remarque. Et c'est vrai que la Chine arrive à se prémunir aujourd'hui du virus. En fait, ça fait quand même 9 mois qu'il n'y a pratiquement aucun cas en Chine, parce qu'une fois qu'ils ont éradiqué le virus, ils ont repris le contrôle de leurs frontières totalement et ils ont empêché les gens de rentrer, sauf s'ils ont un test PCR négatif qui reste 14 jours en quatorzaine et qu'ensuite ils ressortent sur un autre test PCR. Et de cette manière-là, leur économie fonctionne et ils évitent de se contaminer. Bon, les Chinois qui ont été quand même très très mauvaise foi, mais bon, de toute façon, les Chinois sont très durs en négociation, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit « Ah, vous êtes méchants, vous voulez fermer les frontières avec nous, vous êtes horribles », ils ont crié sur tous les tons en janvier-février, mais ça ne les a pas empêchés de fermer les frontières, eux, quand ils étaient décontaminés, que le reste était contaminé. On aurait dû fermer les frontières avec la Chine, nous,
mais aussi l'Italie aurait dû le faire. Et si l'Italie le faisait, on pouvait continuer la circulation entre la France et l'Italie. Et si l'Italie le faisait pas, dans ce cas-là, on pouvait arrêter contrôler les frontières avec l'Italie. Voilà, il fallait contrôler nos frontières pour empêcher le virus d'arriver. Ça, c'était quelque chose. Et alors, il y a des pays qui ont réussi. C'est-à-dire que le Vietnam, ils ont une économie en croissance cette année, pas de confinement, aucun problème, parce qu'ils n'ont pas fait rentrer le virus en contrôlant les gens. Taïwan a réussi, le Laos a réussi. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi en contrôlant leurs frontières. Et c'est vrai que l'Union européenne nous empêche de contrôler les frontières. Et pire, elle nous dit, même si vous voulez contrôler les frontières avec la Chine, allez, faites-le. Par contre, vous n'avez pas le droit de contrôler les frontières avec l'Italie. Donc si nous, on contrôle nos frontières avec la Chine, mais que l'Italie ne le fait pas et nous envoie les cas et les gens et le virus, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut bien faire de la pédagogie là-dessus pour les gens qui nous regardent, que c'est un aspect fondamental, qu'en appartenant à l'espace européen, il nous est impossible de contrôler nos frontières. Et donc là, comme tu le précisais, Lucien, c'est que ça a mis des failles béantes, c'est-à-dire qu'au début, appartenir à l'Europe, c'était avoir plus de force, plus de protection, plus de puissance, plus de réactivité. Or, on a vu tout l'inverse. Tu as mis aussi en préambule, avant que je te coupe, le fait qu'on était dépendant au niveau de la fabrication des médicaments de premiers soins et puis surtout de masques, de blouses, et c'est ce qui est apparu de manière assez flagrante dès février, avec des rapports mensongers d'ailleurs, puisque l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, aujourd'hui à l'OMS, avait précisé que le virus ne viendra pas en France, c'était les premières annonces, il n'y a pas rien à craindre, et puis nous avons un stock de masques suffisant. Donc les deux se sont avérés faux, et j'aimerais qu'on prenne un temps les trois pour vraiment raconter cet épisode des masques qui en dit beaucoup, en plus de l'accès, on va dire, à d'autres équipements de santé, comme les blouses ou les surblouses et les gants. Est-ce que tu pourrais commencer déjà là-dessus ? Oui, tout à fait. Mais pour finir sur ce que disait Philippe, c'est vrai que les frontières, on a eu l'impression que c'était le sujet tabou. On avait l'impression que mentionner les frontières pendant la crise, c'était presque ouvrir une boîte de Pandore. Et ils ont même fait pire que ça, puisque quand on se rappelle de la date du 29 février, à la fin du Conseil de défense sanitaire, donc en plus du 49.3, Olivier Véran Olivier Agnès Buzyn pose des directives par rapport à l'Italie. Et les élèves qui reviennent d'Italie, donc déjà le voyage scolaire n'est pas annulé. Il y a des élèves qui partent en Lombardie, des territoires qui à l'époque étaient fortement contaminés, et en revenant de ces voyages scolaires-là, aucune quarantaine n'est imposée. Exactement comme Florence Parly a fait avec l'escadron Estérel qui revenait de Wuhan pour rapatrier les Français qui étaient à Wuhan. En revenant dans l'Oise, aucune quarantaine. Ça veut dire que l'Oise a été un des premiers clusters. Voilà, je tenais à préciser ça. Le premier, oui. Le premier cluster de l'Oise. Donc voilà, on montre bien qu'il y a eu cette croyance. Cette croyance dans l'idée que les frontières pouvaient effectivement... voilà, en fait, c'est une impossibilité de penser que même en cas grave, oui, il faille contrôler les frontières. Oui, c'est une impossibilité. Mais c'est une impossibilité en fait idéologique. Parce que l'idéologie, c'est il n'y a pas de frontières. Il ne faut pas de frontières. Alors c'est important ce que tu dis, le terme idéologie, parce qu'au départ, on était dans la science de dire, là, il y a quelque chose qui est nouveau, c'est un virus mondialisé. Et là, on a tout de suite mis en avant l'aspect scientifique science. Et on s'est heurté à l'idéologie, on va dire, de l'internationalisme européen aux dépens du souverainisme. Donc la deuxième chose qui a eu lieu, et là j'anticipe, autre idéologie, ça a duré 10 jours dans les médias, mais il y a eu cette question, nous sommes à ce point dépendants de la production extérieure, donc hors frontières françaises, mais surtout européens, des médicaments de première nécessité et des équipements de première nécessité au niveau sanitaire, qu'il faut qu'on repense ce modèle-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les médias, il y a eu une agitation, elle s'est retombée comme un soufflet, on n'en a plus jamais reparlé. Voilà, exactement. Philippe, vas-y, sera complémentaire, je pense, à mon discours, mais c'est vrai que la délocalisation des coûts de production et l'exportation des capitaux dans des pays émergents où le gain est immédiat a fait que l'Europe n'est absolument pas souveraine sur des questions de matériel primordial de santé. Et effectivement, Macron a dit à un moment donné qu'effectivement il fallait relocaliser, mais ça n'a pas du tout été suivi d'effet. Et on a remarqué que l'Europe, le grand projet européen souverain, qui disait l'Europe est fait pour protéger les peuples, pour pouvoir être autonome, autonomie locale, solidarité, a été une imposture. C'était une imposture, puisque on se rappellera que des pays payaient cash des masques sur le tarmac des aéroports chinois pour se voler des masques. Donc, ce qui est arrivé à Mulhouse aussi. Alors ça, c'est encore différent, Fabien, puisque à Mulhouse, pour moi, ce qui s'est passé, ça a été la cooptation par un État centralisé très jacobin sur des collectivités
qui ne pouvaient pas être autonomes. C'est-à-dire que l'État a instauré une forme de terreur quand Castaner réquisitionne des millions de masques à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui était une commande destinée à des collectivités territoriales, à une région. Castaner réquisitionne ces masques de manière arbitraire. Renaud Muselier dira même on a peur de Castaner, quoi, parce que maintenant on commande des masques et on ne sait même pas si on va arriver à les avoir. Donc là, on a même vu une solidarité qui n'était pas présente au niveau européen. C'est intranational. Et aussi, donc on se rappelle que la République tchèque a volé des masques qui étaient destinés à l'Italie, qui étaient bien plus, à cette époque-là, contaminés que la République tchèque. Et aussi au niveau, au niveau national, où on a vu un État surpuissant instaurer une terreur et ne pas hésiter à réquisitionner des masques. Surpuissant face aux régions, mais impuissant face à l'extérieur. Incapable de commander des masques, mais quand les mairies en commandaient et réussissaient ou les régions arrivaient en prendre, hop, on leur pique. Donc là, c'est un scandale. Juste parce qu'aux États-Unis, c'était la loi du plus fort. Voilà, il y avait beaucoup de commandes qui devaient partir en Union européenne et qui étaient rachetées au dernier moment par des valises remplies de cash américain. Et au dernier moment, les avions étaient détournés vers d'autres pays. Et en France, on faisait la même chose avec les régions. Et on le verra plus tard que les régions ont été méprisées et utilisées quand ça arrangeait le gouvernement. Voilà. C'est vrai. Alors il y a un truc qui est très important derrière. Qu'est-ce qui est derrière toutes ces délocalisations? Le fait qu'on fabrique plus de masques en France, qu'on fabrique plus de médicaments, avec des problèmes de pénurie de médicaments sur 25% des médicaments, si je ne me trompe pas, qu'on fabrique plus de respirateurs à un moment donné, de gel hydroalcoolique, enfin on manquait de tout, de blues, de tout. Oui, parce qu'on faut rappeler quand même l'épisode, parce que les actualités brûlantes se succédant demi-journée par demi-journée, c'est qu'on demandait aux soignants de faire des trous dans des sacs poubelles, voilà. Et on donnait des recettes sur Internet pour fabriquer son propre gel hydroalcoolique dans la 5 ou 6e puissance mondiale. Et il a fallu attendre Bernard Arnault pour qu'il nous donne, qu'il fabrique du gel hydroalcoolique, voilà. Parce qu'on était incapable d'en avoir. Et il y avait excuse-moi, on parle de souveraineté, il faut quand même se rappeler qu'au tout début, en pleine pénurie de masques, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes de fabrication de masques en tissu que le gouvernement a diabolisé allègrement en disant non mais ne faites pas ça. Alors tu as raison Lucien, ce qu'on aurait pu faire, effectivement, un gouvernement honnête, qu'aurait-il fait? Il aurait dit dire oui, nous n'avons pas assez de masques, on les réserve aux soignants, ce qu'on a. Par contre, les masques sont utiles dans la rue, donc que chaque Français fabrique son masque et fasse un peu de couture chez lui, oui, ça aurait été marrant, on aurait fait un peu de travaux manuels, mais surtout, on se serait protégé dans la rue. Alors si on revient au tout début, les masques, c'était, si vous vous rappelez, Sibeth Ndiaye, qui était porte-parole du gouvernement, c'est le masque est inutile et dangereux. Oui. Et qu'on verbalisait et on sanctionnait de peine de prison avec sursis les pharmaciens qui avaient l'audace de vendre des masques. C'est incroyable. Mais je voulais juste revenir quand même sur ces délocalisations. Pourquoi? Parce que je pense que c'est clé, oui. Les appels d'offres, en fait, quand il y a un appel d'offres sur des masques publics avec l'argent des Français, cet appel d'offres est réglé par une directive européenne. Et cette directive européenne dit que ce marché public français n'est pas ouvert seulement à l'Europe, l'Union européenne, mais il est ouvert au monde entier. On ne peut pas se protéger. Alors, il y a des petites protections, dans certains cas, on peut faire ci et faire ça. Très très légères. En général, vous êtes obligé de faire un appel d'offres et d'acheter au moins offrant, au moins cher. Donc très souvent, ça finit en Asie. C'est pour ça que les Chinois fabriquent les masques pour nous, et maintenant, les usines de masques ont été délocalisées. Ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est en plus idiot économiquement. Bon, déjà, c'est malhonnête vis-à-vis des Français, c'est-à-dire que les Français payent des impôts, ils aimeraient bien que ce soit pour des emplois français de masques, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. La deuxième chose qui est malsain, c'est que vous payez par exemple 150 € une boîte de masques chinois, au lieu de 100 € en France. Eh ben en fait, ça coûte plus cher d'acheter, 100 € en Chine contre 150 € en France. Ça coûte plus cher d'acheter 100 € en Chine que 150 € en France. Pourquoi? En apparence, la personne qui fait cette commande de l'État a l'impression de faire des économies, sauf qu'elle oublie une chose. Quand on achète pour 150 € de masques en France, on paye les cotisations sociales qui reviennent en France dans l'usine pour les ouvriers français. Donc sur tous les salaires. On paye des impôts. L'entreprise française, elle paye plein d'impôts, de production, de taxes, etc., d'impôts sur les sociétés qui revient en France. Et en fait, on se retrouve avec des coûts qui sont équivalents pour un prix à 150 € de masques français ou 200 € pour masques chinois. Et là, on arrive sur le deuxième problème. Non seulement les appels d'offres sont européens, mais comme il y a de l'austérité partout, il ne faut pas croire, le directeur d'hôpital qui va commander des masques, le service de l'État qui commande des masques, ils cherchent toujours le moins offrant. Parce qu'ils sont toujours à la recherche de faire plus d'économies. C'est ce qu'ils disent sur les plateaux télé en permanence. Faites des économies. Et donc, ils vont acheter bêtement le masque au moins offrant. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus une usine de masques en France, ou pratiquement plus rien, qu'il n'y a plus d'usine de respirateurs, qu'il n'y a plus d'usine de gants, et qu'il n'y a même plus d'usine
de médicaments, avec des médicaments quand même qui manquent maintenant, en général, pour ceux qui ont parfois des petits problèmes de santé où il faut prendre des médicaments, il y a un médicament sur 4 qui manque. On n'arrive plus à soigner parce qu'on n'a plus de médicaments, parce que les chaînes de production sont en Asie, complexes, pas très sûres. Et je rajoute, Philippe, parce que pour corroborer ce que tu dis, c'est que lorsque Macron nous dit dans un numéro de comédie dont je ne reviendrai pas, que nous sommes en guerre, il dit en mars. Nous sommes en guerre, juste avant de confiner, il dit nous sommes en guerre. Donc, quand on est en guerre, il y a une mobilisation générale. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'il va mettre en place, est-ce qu'il va mobiliser les entreprises de textiles, de divers secteurs de l'industrie pour fabriquer des masques, pour retrouver une autonomie. Et on s'est rendu compte qu'on était en guerre, mais quand même pas assez pour faire ça. Donc, on dépendait en guerre d'un pays qui nous vendait du matériel destiné à enrayer le virus. Donc ça, c'est incroyable parce que il a fallu attendre des initiatives personnelles d'entreprises comme Ricard à Marseille qui a dit on va donner des millions de litres de Ricard pour faire du gel hydroalcoolique. Donc je veux dire, ça c'était pas un gel hydroalcoolique au Ricard. Non, à l'alcool. Ils ont dit non, c'est l'entreprise Ricard qui a dit on va donner du matériel, des produits pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc je veux dire Macron, le projet de base s'est complètement effondré à ce niveau-là. Et on a vu que les régions là-dessus étaient un petit peu plus efficaces que Macron, ce qui montre sa nullité. C'est que quand même les régions, ils ont réussi à commander des masques en tissu aux entreprises locales et à les payer. Ils ont fait le boulot. Quelques présidents de région et quelques maires. Alors qu'en fait, Macron a été incapable de faire ce boulot et coordonner ce boulot-là. Ou alors d'ailleurs, il aurait pu très bien dire sur les masques. Sur les masques, l'État s'en occupe pas. Président de région, occupez en commander à vos entreprises locales. Tout à fait. Je délègue pour un temps ma souveraineté sur ça. Comme ça, on a un truc organisé. Non. L'État a été incapable de réquisitionner le matériel nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation générale, parce que selon lui, on était en guerre. On se rappellera quand même que Macron, avant de nier qu'il y a eu une pénurie de masques, parce qu'il a carrément nié qu'il y avait une pénurie de masques, mais non, c'est le monde aujourd'hui. Il y a un scandale, on nie le scandale, et puis on attend que ça passe. C'est une grande tradition française de mentir à la population, le nuage de Tchernobyl, le sang contaminé, les masques, bon bref. Ministère de frontières, toujours le nuage de Tchernobyl. Voilà, comme tu disais Philippe, le mensonge, on ne dit pas la vérité aux Français, on les infantilise en permanence. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est rendu compte que Macron nous a dit je réquisitionnerai tous les masques pour les soignants, et qu'en mai, des millions de masques ont apparu dans la grande distribution. C'est vrai. Il y a eu plein de mystères. C'est une nouvelle, en tout cas pour moi, une nouvelle preuve que Macron est complètement excité. Le jour par rapport aux soignants, et vous représentez un collectif de soignants, ils n'ont pas été honnêtes, quoi. Très clairement pas été honnêtes là-dessus. Parce que les soignants, il y en a quand même qui prenaient des risques. Alors en fait, moins qu'on le pensait. Parce que il y a aussi, il faut se rappeler une chose, c'est qu'il y a quand même un phénomène de bêtise et d'incompétence dans le gouvernement. Moi, je ne crois pas aux complotistes qui disent ils ont tout prévu et ils font tout. Je partage totalement ce que tu dis, c'est un problème de compétence. Je pense que là, on en reviendra sur la deuxième partie de l'entretien sur la notion d'incompétence, qu'il y a beaucoup à dire, même si on l'aborde, on parlera de Salomon, on parlera de différents rédacteurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu un sujet qui s'est très très mal passé en mars, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en mars, c'est vrai qu'on a confiné. Et ils ont péroré, il faut aller au théâtre, il faut continuer à sortir, il faut aller voter pour les élections municipales sans masque, dans des endroits fermés. Il y a des maires qui sont morts. Ouais, il y a des maires qui en sont morts, il y a des milliers de personnes qui passent et sans masque. Ils auraient pu dire d'aller voter, mais avec des masques, évidemment, ou avec une protection en tissu. Surtout que c'est le lendemain qu'on a confiné tout le territoire national. Et ils ont péroré, le lendemain ils confinent tout, donc ça n'a aucun sens. Dimanche 15, lundi 16. Alors c'est vrai que quand ils ont confiné, moi je dis... C'était pas forcément une erreur au départ. Pourquoi ? Parce que ce qu'on savait, ce qui venait de Chine et les informations qui venaient de Chine et de l'Organisation mondiale de la santé, c'était que le Covid avait une mortalité de 3 à 5%. Donc là, on pouvait faire énormément. Il pouvait y avoir énormément de morts. C'est-à-dire 10 fois plus qu'on en a aujourd'hui. Puisque nous, on se rend compte que la mortalité du Covid est de 0,5%. Autour de 0,5%. Donc on avait vraiment un virus très dangereux. Donc ils ont confiné. Mais qu'est-ce qu'ils ont complètement raté ? C'est-à-dire que c'est de rater le fait, quelle est la dangerosité de la maladie ? Ils ont été incapables, moi j'en parlais avec des amis à ce moment-là au téléphone, parce qu'on avait grosso modo que ça à faire, confinés qu'on était, c'était de dire, il faut faire un sondage national, mais pas un sondage sur les voix, sur les opinions, mais un sondage par les tests PCR, en choisissant 1000 personnes dans les différentes régions, de différentes catégories de personnes, pour voir quel était le pourcentage de Français touchés.
Ce qui permettait de faire ça, on pouvait faire sondage toutes les semaines, et à la fin, de voir quel était le taux de mortalité du virus. Et de dire aussi quels sont les gens qui sont à risque de mourir de ce virus. Qui doit se protéger énormément et qui peut se prendre un peu moins de protection. Qui doit se confiner de façon hyper stricte et qui ne doit pas le faire. On va revenir cette idée-là n'a pas été suivie des faits parce que même si, quand bien même ils auraient voulu le mettre en place, le matériel pour les tests n'était pas. C'est ce que j'allais dire. Mais ils pouvaient faire 1000 tests par sondage. Ce que je voulais dire, c'est juste parce que pour comprendre la maladie, le gouvernement devait comprendre la maladie, sa mortalité et le pourcentage de Français touchés. Alors ça, on y reviendra, mais là sur la question de souveraineté et des moyens, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des masques, on a parlé des blouses, on a parlé du gel, mais il y a aussi deux autres choses qui étaient très fortes à l'époque et en manque, c'était des respirateurs artificiels. Où des entreprises ont proposé, sans que ça soit suivi d'effet, de fabriquer des respirateurs, d'autant plus qu'ils étaient en chômage technique, parce qu'il faut se rappeler que c'est un confinement beaucoup plus strict que celui qu'on a connu les 2 derniers mois. Et puis surtout, il y avait beaucoup de laboratoires vétérinaires qui se proposaient en quelques jours de mettre en place des tests PCR fiables et où le rappel n'a pas été suivi. Donc on va dire sur les moyens logistiques mis en place, comme le rappelait Lucien, d'une politique qui devait être guerrière, ça n'a absolument pas été suivi des faits, parce que cette annonce-là, nous sommes en guerre, répétée 7 fois devant une tente militaire à Mulhouse, c'est-à-dire je me présente plus en chef de guerre qu'en opérateur logistique quelque part, parce que c'est ça que les soignants attendaient. Chef de guerre, ils ont mis 3 semaines pour construire une tente, d'ailleurs, pour une garnison générale. Je veux dire, c'est ça qui a affolé les gens aussi. Hein. Alors qu'il y avait 5 hôpitaux temporaires à Wuhan qui se produisaient dans le même temps. Et donc, ce qu'on peut redire, là, c'est vraiment recentrer le débat sur l'aspect souveraineté, c'est que tu parlais des masques, ces fameux masques qui ont été subtilisés par les Tchèques à l'Italie, et qu'on a vu, alors c'était très rare les images dans les médias, évidemment, mais on a vu circuler des manifestants italiens dès mars-avril qui brûlaient le drapeau européen en disant cette coopération, il faut rappeler que l'Italie était dans les 6 premiers États membres de l'Union européenne, eh bien ils ont été abandonnés. Il faut se rappeler que les Italiens, eux, ont une détestation profonde de l'Union européenne et veulent retrouver leur autonomie parce qu'ils se sont sentis complètement abandonnés. Je peux dire juste un mot dessus, c'est qu'effectivement, on nous a dit abandonnez votre souveraineté nationale, mais ça va bien se passer, on va être tous solidaires entre nous. Et en fait, qu'est-ce que disent les Italiens ? On a abandonné une souveraineté nationale, mais en fait, il n'y a aucune solidarité envers nous, donc la solidarité n'existe pas non plus. Donc on est perdant sur tous les tableaux. Et les faits leur donnent raison, La première équipe médicale qui est envoyée en Italie pour les aider au plein cœur de la crise, c'est une équipe chinoise. Et il n'y en a pas une cubaine. Et la deuxième, c'est des Cubains. Des Cubains, exactement. Cubains. Je veux dire, elle était où l'Europe, là ? Je veux dire, au moment où l'Italie était très fortement touchée, en France, on était trop occupés, plutôt que de se battre, de faire un 49-3 sur la réforme des retraites et de réprimer les manifestants, on aurait dû envoyer des équipes médicales en Italie pour faire preuve d'une vraie solidarité européenne. Non, plutôt que de choisir cette solidarité européenne que tu décris, Fabien, on a préféré se concentrer sur une réforme qui était majoritairement refusée par les Français et l'adopter par la violence avec l'article 49.3. Donc je veux dire ça, il faut quand même le répéter. Le choix entre aider l'Italie pour faire valoir les valeurs de solidarité européenne, on a préféré à ce moment-là faire passer une loi qui était... Ou alors tu dis aider l'Italie ou se préparer aussi. Tout à fait. Parce que les deux vont de pair, c'est-à-dire que là il y a une désorganisation complète et puis on va dire il n'y a que l'Allemagne qui s'est mis un peu au tempo, qui a commencé à s'organiser. Lucien a raison, c'est très important ce que dit Lucien. Je rajoute, c'est fondamental. Attends, je me permets. Ce qu'il a dit, c'est très important. C'est-à-dire pourquoi, en fait, cette campagne a été encore vraiment très très mal organisée en France. C'est aussi parce que Agnès Buzyn, ministre de la Santé, au lieu de s'occuper de préparer ce qu'elle devait préparer, donc les masques, etc., toute la campagne, les lits d'hôpitaux, tout coordonné, elle s'est occupée à matraquer la réforme des retraites. C'était elle qui était dans le dossier. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'occupent à matraquer le peuple français de réformes que le peuple ne veut pas. Ils sont en guerre avec le peuple et ils ne s'occupent pas du peuple. Voilà, tout à fait. Pour les choses positives. Et pour donner un exemple concret à ce que tu décris, Philippe, le samedi 29 février, le monde entier sait ce qui se passe en Chine. L'Italie est en train de flamber. Il y a un conseil de défense sanitaire organisé à l'Élysée le samedi 29 février. Oui. À 17h30, le communiqué officiel sort. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des directives de prise. On apprend 2 choses. Un 49.3 qui fait passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et l'autorisation des enfants qui étaient en voyage scolaire en Lombardie de revenir sans quarantaine en France. C'est les 2 éléments qui ressortent de ce conseil sanitaire de défense qui est disponible sur le site de l'Élysée, je n'invente rien. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc là, on s'est dit, mais... donc après, ça a donné... Évidemment, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas eu
Donc une incompétence, c'est sûr, mais aussi l'occasion... Un opportunisme. Un opportunisme, voilà, sans tomber dans des... Voilà. C'est de la politique. Hein. De la politique. D'ailleurs, bon, il y a un virus qui est en train de capter un peu tout ça. Ça tombe pas trop mal parce que la réforme de retraite c'était mal engagée, parce que tous les samedis c'était manif à Paris et que tous les médias en parlaient, l'opinion ne changeait pas la majorité de l'opinion continuait de soutenir les manifestants, ou en tout cas les opposants à la réforme des retraites. Ils étaient dans une impasse politique. On se rappelait qu'à l'Assemblée, à ce moment, était bloqué par les opposants qui faisaient des amendements en permanence. C'était un blocage politique. Il y a eu un virus à ce moment-là, le 49.3, puisque quelques 15 jours après, on était confinés. Donc, je veux dire, il y a eu un opportunisme politique, tout à fait. Et effectivement, donc pour moi, c'est une double crise, européenne et démocratique, nationale. Alors Philippe, je m'adresse à toi en tant qu'économiste et je vais te poser 2 questions en une, mais en fait qui découlent de la même stratégie, c'est-à-dire que Lucien évoquait la réforme des retraites. Donc, c'est-à-dire quelque part une ultra-privatisation. Et donc ça découle de la politique européenne, c'est-à-dire de privatiser. Et dans ce deuxième temps-là, forcément, on va, pour cette volonté de l'Union européenne de mettre la pression sur les États pour appliquer les réformes qui sont votées à Bruxelles, eh bien, il y a aussi la fameuse suppression des lits d'hôpitaux, 115 000 depuis 20 ans. Et donc, l'année dernière encore, donc 2020, la France a été sommée plusieurs fois d'accélérer sa suppression des lits d'hôpitaux. Donc, il faut dire que là, on parlait de crise sanitaire et de souveraineté. On est typiquement là-dedans, c'est-à-dire que ce qui a montré, on va dire, le confinement a été aussi fait parce que nous arrivions en saturation du système de Et on arrive en santé publique. saturation de lits tout le temps. On manque de lits d'urgence chaque année. Depuis les 10 dernières années pour la grippe, Voilà. de toute façon, c'est une saturation. Et moi, mes amis médecins me disent, on est habitué à recaser. Voilà. Donc là, on est en saturation totale. Ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne le demande pour la France, mais le demande, il y a un eurodéputé, je ne sais plus de quelle nationalité, qui a montré dans le journal d'Humanité, qui était de gauche, qui a dit, voilà, l'Union européenne a demandé 65 fois aux pays européens de baisser leurs dépenses de santé dans les 5 dernières années. 42 fois juste pour la France dans les 5 dernières années. Ah ouais. C'est ce qui est énorme. Donc c'est une pression Permanente pour baisser le niveau du nombre de lits et du lit d'urgence. et sans tenir compte de la spécificité démographique, et puis non plus sanitaire, parce que il peut y avoir plus de problèmes sanitaires. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on en est à un point, mais j'apprends rien à Lucien. Il faut quand même que les gens se rendent compte à quel point on a tellement tapé sur les soignants, on leur a tellement fait faire d'heures supplémentaires, l'État, pour baisser les coûts. On les a tellement pas augmentés que maintenant on n'arrive plus à attirer de soignants et d'infirmiers pour aller soigner les gens. Au contraire, ce qui c'est veut dire des que si on continue comme ça, il n'y a plus d'hôpital public et de soins publics. Ne croyez pas, messieurs, qui êtes pour l'Union européenne, que vous serez soignés. Si vous restez dans l'Union européenne, vous serez très très mal soignés et il ne faut pas s'en étonner. Parce que là, un gouvernement qui arrive au pouvoir souverain, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit augmenter fortement les primes, pas les primes, les salaires des soignants, très clairement, parce qu'il y a un problème grave avec les gels des points d'indice pendant plein d'années, régler le problème des heures supplémentaires pour embaucher, mais aujourd'hui on peut même plus embaucher. Donc il faut pouvoir embaucher en leur montrant qu'on a confiance en eux, qu'on va les payer correctement, qu'ils vont faire un travail pas non plus avec des heures supplémentaires jamais payées et trop de pression. Et là, on pourra redémarrer l'hôpital public. Sans compter, bon, il y a d'autres réformes. Virer les ARS et faire en sorte que ce soit des tandems médecins avec gestionnaires qui soient à la tête des hôpitaux et pas seulement des gestionnaires. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, ils détruiront l'hôpital public jusqu'au bout si on les laisse faire. Tout à fait. Je rajoute que ils ont le gouvernement, la communication bien rodée du gouvernement, je dirais... depuis tout le temps, mais surtout en début d'été, fin d'été, début octobre, dans ces 3 moments clés, ils ont dit « Oui, mais arrêtez de nous taper dessus, on ne forme pas des médecins en 15 jours. » C'est vrai. Sauf que nous, on leur dit, avec les masques, et en mon nom propre aussi, je leur dis « On a trouvé une solution aussi efficace que former des médecins en 15 jours, c'est éviter qu'ils prennent la fuite. » Ou de rappeler des infirmières qui avaient démissionné peu de temps avant. C'est aussi, mais en janvier, je tiens à rappeler que avant que la crise ne survienne en France, et transforme le pays dans la situation qu'on connaît, des centaines et des milliers de médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives pour lutter contre la précarisation du service public. C'était pas pour aller jouer au golf le week-end, hein. C'était pour lutter contre ça. Et juste après, il y a le virus. Et là, Olivier Véran... on peut rappeler, je finis ça, Fabien. Olivier Véran, en octobre, nous dit « J'appelle les soignants en renfort, soyez solidaires. »
Mais vous faites tout pour que les En fait, ils leur demandent d'être solidaires alors qu'ils passent leur temps à se foutre de la gueule des soignants, les mépriser, ne pas leur payer les heures, leur demander de baisser leur pouvoir d'achat chaque année. Ce sont des héros. Puis en fait, après, on verse des primes qui ont partiellement été versées parce qu'ils ont dit aux hôpitaux, vous débrouillez-vous avec le budget qu'on vous donne. Hein. Mais essayez de donner quand même beaucoup de primes parce que sinon on passe pour des cons. Excusez-moi. Mais donc là, Véran nous dira en octobre, la deuxième vague, le rebond, appelons comme on veut, arrive. Et Véran dira, on appelle les soignants en renfort. Mais c'est quand même dingue. Ouais. Ils font tout pour que les gens partent. Donc maintenant, on ferme des lits parce qu'il y a des services entiers qui ferment parce que les soignants partent. Et Véran dit, j'appelle les gens en renfort. Ouais, et après, Lucien, en octobre, la raison du reconfinement, et on n'en peut plus des reconfinements, c'est le fait qu'on n'ait pas de lits d'hôpitaux de réanimation. Qui n'ont pas été créés entre-temps. Au contraire, à Nantes, il y a eu suppression de 25 lits d'urgence, et à Strasbourg, il y en a eu une quinzaine. Donc, voilà. Non seulement en état de guerre, on va dire, on n'a pas créé de lits, mais en plus, on en a continué d'en supprimer. Et si je me permets, le coût... Alors là, je suis économiste, mais il faut quand même regarder les choses. Au nom de quoi détruisent-ils les lits de réanimation et d'hôpitaux, les 65 000 lits qu'ils ont détruits? Toi, tu dis 115 000 en 20 ans. Eh bien, ça a permis d'économiser 8 milliards d'euros. Et ces génies ont économisé 8 milliards d'euros, mais le fait de ne pas avoir de lit nous a obligés des confinements tellement durs que ça a coûté 200 milliards d'euros. Donc voilà, ça coûte 25 fois plus cher de fermer des lits d'hôpitaux et d'être en sous-capacité comme cela. Et je rajoute qu'en octobre, lorsqu'il y a eu un couvre-feu, avec les masques, on s'est opposé à ce couvre-feu. Alors on nous a dit, on comprend pas, vous êtes des soignants et vous vous opposez au couvre-feu qui est destiné à... Mais je veux dire, mais le fait de s'opposer au couvre-feu, il est surtout là parce que on ne veut pas donner du crédit au gouvernement alors qu'il ne donne aucun moyen à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas donner du crédit au gouvernement en disant « Ok, on est d'accord avec vous pour le couvre-feu » parce que ce couvre-feu-là, c'était un cache-misère. C'était un cache-misère. Alors on a dit clairement, mettre en porte-à-faux, en tout cas mettre entre parenthèses notre liberté pour un péril plus grand, oui, mais mettre entre parenthèses notre liberté dans le couvre-feu pour justifier un gouvernement à l'agonie qui ne donne pas d'argent à l'hôpital public, non. On a refusé de donner du crédit à ce couvre-feu qui était destiné à dire, en fait, on va éviter de surcharger les hôpitaux parce qu'en fait, si c'est surchargé, ça va être encore plus grave que la première phase. Donc, couvre-feu, confinement, voilà. Alors que un hôpital qui serait digne, en fait, même dans des états graves, avec l'hydroxychloroquine. Et ce monsieur qui est un criminel s'est permis d'arrêter l'étude Discovery et de jamais la reprendre parce que en fait il voulait le discréditer. Il y avait 150 patients seulement, donc l'étude scientifique n'était pas terminée. Il fallait qu'il y en ait 600 pour que ce soit validé et scientifiquement validé. Et donc ce monsieur a arrêté l'étude et jamais repris. Et c'est un scandale parce qu'en fait aujourd'hui on nous laisse le choix uniquement entre un vaccin à ARN sur lequel on n'a aucun recul, ou le confinement. Alors qu'en fait, il pourrait très bien y avoir le choix d'avoir le vaccin pour ceux qui le veulent ou pas, et surtout les remèdes qui permettraient d'arrêter le confinement. Alors je vais me permettre de prolonger ce que tu as dit, c'est qu'il y a un double scandale. C'est le premier scandale avant l'étude Discovery, c'est le scandale du Lancet où l'étude a été truquée, mensongée. Une semaine après, le directeur du Lancet, directeur de publication, a dû désavouer l'étude, mais Olivier Véran s'est basé sur cette étude fausse pour justifier l'arrêt de l'hydroxychloroquine sans reprendre les études derrière. Donc ça, c'est la première chose. Puis il y a aussi le scandale de conflit d'intérêts du Conseil scientifique, où là, au niveau européen, là, c'est un scandale total qui date du mois d'octobre, c'est-à-dire une semaine avant que le Remdesivir soit non recommandé par l'OMS et soit même déclaré dangereux pour problèmes rénal notamment et détresse cardiaque. Et puis il y a eu des morts, on était sur quand même 10% de cas graves. Et bien une semaine avant que ce rapport sorte, on peut imaginer qu'il y a des fuites évidemment à ce niveau-là, l'Union européenne a acheté pour 1,5 milliard d'euros de doses, et donc qui n'ont jamais servi, qui ne serviront jamais. Et puis on se dit, bon, bah, c'est l'Europe, mais l'Europe aussi, c'est le citoyen français qui a participé à acheter ces doses-là, dont on sait qu'elles étaient distribuées gratuitement dans les hôpitaux pour en faire la promotion. Donc il y a manifestement... On a empoisonné les gens au lieu de les soigner. Voilà, et donc là, ça se passe au niveau européen. C'est vrai qu'il y a une perte de souveraineté déjà par rapport à l'Europe qui a acheté 1,5 milliard de doses, donc la France a perdu de l'argent. Et il y a aussi une perte de souveraineté dans la capacité à prodiguer du soin. Alors, je voulais revenir aussi sur ce que disait Lucien, dans le sens où les soignants étaient maltraités, mais ils ont été maltraités. Si on se rappelle, au mois de février, des manifestations de soignants, où il y avait eu cette image que peut-être tout le monde a en tête, mais les images se succédant, on oublie, de cette infirmière qui avait reçu une LBD dans l'œil, et qui se retrouvait au sol et qui avait été tabassée. Et en fait, elle demandait, non pas des augmentations pour elle, mais des moyens pour l'hôpital. Donc cette crise sanitaire arrive en France quelques jours après qu'on ait tabassé
qu'on ait matraqué des soignants qui demandaient plus de moyens pour l'hôpital. Donc c'est vrai qu'on arrive à un paroxysme. C'est vrai que quand tu le remets dans le contexte comme ça, je matraque les soignants en février, je dis que c'est des héros en mars-avril, après, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut quand même souligner, pour rebondir sur ce que tu dis Fabien, c'est que c'est vrai que si le corps soignant dans son ensemble avait décidé de faire sécession, après tant de mépris, tant d'ignorance, tant de violence, avait décidé de dire non, c'est pourquoi on connaît cette discussion qu'il y a eu entre Macron et un médecin, vous pouvez compter sur nous, l'inverse reste à prouver. Si là, le corps soignant avait fait sécession, ça aurait été l'apocalypse dans le pays. Donc il faut quand même souligner que les soignants ont réussi à faire abstraction de décennies d'ignorance et de maltraitance, et le pic est arrivé avec Macron, qui est l'arrogance incarnée, et ils ont réussi à faire abstraction, et ils le font à chaque fois. Donc il faut souligner quand même cette capacité du corps soignant de faire abstraction du mépris pour l'intérêt général. Pour soigner les gens. Mais le problème qu'il y a, c'est vrai que ces gens, ils ont une limite aussi, et c'est qu'en même temps, on est en train de les détruire. Il y a une fuite. Il y a une fuite, et puis il y a aussi, d'après ce que j'ai compris, des infirmières qui se suicident parfois, parce qu'elles n'arrivent plus à faire face. Bien sûr. Vous vous rendez compte quand même les monstres qu'on a à la tête de ce pays, de tellement pressurer les infirmières et les soignants, qu'il y a des mamans, des infirmières qui sont mères, qui se suicident. Moi, j'ai vu un reportage dessus, où elle a dit, j'ai une fille de 5 ans, donc en fait, je ne l'ai pas fait, mais j'étais au bord de le faire. Bien sûr. C'est fou. Et regarde, Philippe, et ça va continuer comme ça. Regarde pendant un soignant qui aujourd'hui testé positif au Covid va travailler. Pour que le Covid aujourd'hui soit reconnu comme une maladie professionnelle, il faut être intubé pour un soignant. Ils vont travailler, ils ne sont pas soignés. Donc pour ce gouvernement-là, un bon soignant, c'est un soignant qui ne parle pas, qui travaille en étant malade et qui travaille sans contaminer les gens. C'est un magicien, quoi. Donc c'est vrai que il reconnaît sa détresse une fois qu'il a un tube dans la gorge. Bien sûr. Alors aujourd'hui, être soignant, c'est une punition. C'est une punition parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est comme les psychologues. Tout ce qui est de l'ordre des sciences humaines, des sciences médicales, aujourd'hui, on a les très bonnes formations en France, mais on s'en va de France, puisque pour Macron, on fait partie des gens qui sont ordinaires, voire inutiles. Puisque pour lui, c'est l'élite, la technocratie, c'est... Voilà. Et donc, si je me permets, en fait, on a un système qui est quand même fou au niveau de l'Union européenne. Ce matin, j'ai lu un article qui montrait que 50% des soignants, donc médecins et soignants en Roumanie, sont partis de Roumanie pour se vendre ailleurs dans l'Union européenne. Parce qu'ils ont des salaires plus bas là-bas et qu'en fait, ils n'arrivent pas. Et donc, ils ont été achetés par les autres pays de l'Union européenne. Donc, la solidarité, on ne voit pas trop. Et puis, eux-mêmes, les soignants français sont découragés. Donc, on a une chaîne complètement folle où les gens partent de leur pays et et sont achetés par la France plutôt que de payer correctement des soignants français. Il faut quand même voir qu'on a une jeunesse avec énormément de chômage. On est capable de former beaucoup de médecins. C'est quand même pas très compliqué d'agrandir nos capacités de 30%, 40% pour avoir assez de médecins, assez d'infirmières, et on est incapable on préfère aller chercher des infirmiers, le gouvernement préfère voler les médecins et les infirmières en Roumanie ou à des pays d'Afrique qui en ont besoin, plutôt que de former des jeunes et leur donner une chance de réussir en fait leur vocation et leur vie. Tout à fait, et je rajoute aussi que former c'est bien, mais avant il y a éviter que les gens qui sont déjà là ne prennent la fuite. Je veux dire, en France là aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de moyens et c'est terrible de travailler dans des conditions comme ça. Je rappelle qu'à Marseille, à l'hôpital de la Timone, c'est pas là où je travaille, mais à l'hôpital de la Timone, à chaque fois que quand il pleut, il y a des étages entiers qui se transforment en tournage de Titanic, quoi. Et en fait, si les gens prennent la fuite, ça veut dire que l'hôpital public va être en déshérence et les gens se soignent dans le privé, quoi. Le Ségur, Philippe, ça a été une nouvelle imposture. Le Ségur, on a dit, ok, on vous a entendu, on va faire un grand Ségur. Ils aiment bien les mots comme ça, Macron et toute la bande là. Le grand débat qui est un grand monologue, la convention citoyenne pour le climat, bon bref. Et donc là, Ségur, l'autre mot c'est, je crois, l'autre truc qu'ils ont fait, c'était un terme comme ça où il y aurait tout le monde qui parle. Grenelle, quoi. Grenelle, Ségur, voilà, ouais. Merci Philippe, Grenelle. Donc là, c'était le Ségur. Le Ségur, ça n'a rien changé au fait que dans les pays qui adhèrent à l'OCDE, la France est parmi les derniers pays au niveau du salaire des infirmiers. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait quand même une petite hausse de salaire ? Il y a une hausse de salaire, Philippe, mais c'est comme dire en gros, c'est des miettes, c'est du ruissellement. On n'a pas bougé. C'est combien en fait ? On n'a pas bougé du classement de l'OCDE. D'accord. On est toujours juste devant le Chili ou la Roumanie, un truc comme ça. À vérifier pour le Chili, mais je crois qu'ils sont devant.
Donc on est parmi les derniers pays. Donc voilà, en fait on peut pas. Et le nouveau budget 2021 de la sécurité sociale montre bien qu'il y a encore plus de 800 millions de coupes dans l'hôpital public. Ouais, puisque Macron pense que ce n'est pas un problème de moyens mais d'organisation. Donc à partir de là, il y a un problème de constat. Et Castex lui-même est celui qui a introduit en fait. Voilà, très bien. Qui a introduit les lois. Mais tu me permets effectivement de parler de Castex. Il y a un remaniement ministériel en juillet. Il y a eu une crise sanitaire. Et elle est toujours là. Les soignants ont porté le pays. On remanie un gouvernement. La dernière personne à mettre Premier ministre, c'est Jean Castex, qui est le père fondateur de la tarification à l'acte. Hein. C'est ça que même sous Sarkozy, oui. Sous Sarkozy. Jean Castex, qui pour les soignants, ça a été une insulte. Il devient Premier ministre, chef du gouvernement. C'est prodigieux. Je veux dire, on peut pas régler. En fait, surtout, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, à l'hôpital, on a mis beaucoup trop de fonctionnaires ARS, des couches d'ARS pour contrôler les coûts, qui finalement coûtent beaucoup plus cher en termes de coûts directs d'argent, parce qu'ils ont des gros salaires. On a vu leur incapacité aux ARS à bien fonctionner, à certaines ARS à bien fonctionner pendant la crise, en plus. Mais en plus de ça, ils mettent un tas de protocoles sur les soignants. Moi, j'ai des amis médecins qui me le disent, des protocoles qui font que ça devient très compliqué de soigner, très coûteux. Parce qu'attention, ce qui se passe, c'est que un médecin, c'est pas quelqu'un qui fait un protocole. Un médecin, je veux dire, Raoul dit très bien et d'autres médecins le disent très bien. Il va voir son patient, il connaît les médicaments lui-même, il connaît les effets et il va donner le bon médicament et il va voir comment évolue son patient. Et donc il y a une relation très importante et très forte. Et d'ailleurs, on choisit, les gens essayent de choisir ceux qu'ils considèrent le meilleur médecin pour eux. Et on est en train de passer à un système de médecine où en fait, il n'est que le délivreur d'un protocole qui a été décidé en haut, qui peut être une énorme erreur. Des gens qui n'ont plus de contact avec les patients, et donc là on se retrouve avec des catastrophes médicales. Et puis surtout des métiers qui perdent le sens pour les soignants à l'intérieur. Et ce qu'on voit ici, c'est le développement d'une médiocratie partout, en fait, sous ce poids-là. Mais juste avant que tu développes sur la médiocratie, Philippe, je rajoute, ça me permet de rajouter cet aspect-là, que tu as très bien décrit, c'est que derrière ces décisions-là, technocrates très verticales, il y a des médecins qui doivent appliquer ces choses-là et qui sont profondément inhumaines. Je tiens à rappeler que en plein cœur de la crise, en fin mars, le ministère de la Santé fait passer une circulaire à l'ARS Île-de-France qui s'exécute dans la foulée en disant, faute de moyens, on ne pourra pas soigner tout le monde. Ça, c'est une réalité. Donc, on a donné une grille de sélection aux médecins en disant, selon l'espérance de vie, le validisme et l'âge, vous devez sélectionner ceux qui sont sauvables et ceux qui, dans tous les cas... Oui, puis avec l'enchaînement du Rivotril, si tu peux l'aborder. Oui, alors, et surtout... oui, alors, j'y viens, mais... donc, il y a des médecins, donc il y a des décisions politiques qui sont prises en haut lieu, et en bas, tu as des médecins qui doivent dire, d'accord, alors lui, non, lui, oui. Ça, c'est profondément inacceptable parce que c'est pas aux médecins de devoir subir ce préjudice moral de choisir entre la vie des gens parce qu'un politicien technocrate l'a demandé. Et qui, lui, à l'heure actuelle, au moment où ça se passe, est dans son palais. Parce que le médecin, lui, ce qu'il a envie, c'est de le soigner s'il a une molécule. Exact. Parce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé sur ces gens-là qu'on pouvait pas soigner, puisque paraît-il qu'il n'y avait plus de place en lit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé ces molécules qui semblaient marcher? Oui, voilà, c'est le problème. Au moins de tenter de les soigner. Et là, on rebondit sur le Rivotril, parce que ce que disaient les médecins, c'est qu'en fait, donner le Rivotril, c'est vraiment en dernière instance, et ils disent que c'est un acte... enfin, c'est un médicament palliatif, c'est un soin palliatif de dernière instance. C'est ignoble de le donner sans avoir essayé de soigner. C'est ça le problème. Le problème n'est pas d'avoir donné des Rivotril à des gens qui sont complètement à la fin et qui souffrent, etc. C'est ce que disent les médecins. Par contre, de ne pas avoir tenté de les soigner et de donner directement l'euthanasium, c'est de les tuer directement. C'est ça qui est absurde. Exactement. Et dans les EHPAD, il faut savoir ce qui s'est passé dans les EHPAD. Dans le livre que j'ai écrit, Agonie, chronique d'une déchéance politique, j'ai fait un recueil de témoignages de gens qui sont absolument poignants, incroyables. Des gens qui ont reçu un coup de fil, votre père, votre mère, votre oncle est décédé sans plus d'explication. Puis ces gens-là investiguent, enquêtent comme ils peuvent. On découvre que des médecins avaient préconisé une hospitalisation qui a été refusée par l'EHPAD. On apprend que les laboratoires ne venaient pas faire de tests dans les EHPAD parce qu'il n'y avait pas de matériel de protection. Donc quand on avait une suspicion sur une personne âgée, on l'estampillait à sa porte, suspicion de Covid, et on la laissait à l'intérieur. Si on repassait 2 jours après, elle était morte, puis voilà. C'est des choses absolument poignantes qui ont été faites en toute opacité, quoi. Et en toute opacité, mais surtout,
venant de préconisations qui venaient de cette bureaucratisation que tu as tout à l'heure très bien décrit. Alors je vais faire un tout petit monologue parce que c'est quelque chose qui a peu fuité, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça s'est passé au mois d'avril. C'est la vente des données de santé des Français à Microsoft. Et donc, alors moi j'ai eu une formation on va dire dans l'informatique, donc dès l'instant que ça touche au serveur, et quand on réfléchit sur la législation des serveurs, c'est très complexe, mais ça en dit beaucoup sur l'absence de souveraineté. Pour moi, c'est un point fondamental qui n'a pas été discuté, mais qui, à mon avis, d'ici quelques années, va exploser comme un scandale, mais d'une puissance phénoménale. Et je vais développer un petit peu. C'est-à-dire que les données des Français elles n'ont même pas été vendues. Nous avons donné 200 000 € pour que Microsoft les gère gracieusement. Sauf que ça va être évidemment sur des serveurs américains, mais la loi américaine est ainsi faite que tout ce qui est sur son sol dépend de sa législation à elle. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, nous sommes colonisés par les États-Unis. Et donc, j'en ai parlé, je ne citerai pas les noms, mais des pointures en France de la gestion de data me disent que c'est un incroyable cheval de Troie, parce que ce qu'il est possible qu'il se passe, c'est que ces données-là soient utilisées par des firmes privées. Par exemple, Microsoft, s'il souhaitait, via une filiale, vendre des produits de santé comme une assurance ou une complémentaire, pourrait l'utiliser avec une intelligence artificielle prédictive, puis de dire, avec vos données de santé-là, vous avez plus de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité morbide. Et donc, de changer la donne au niveau de toute la gestion sanitaire de la France, mais depuis les États-Unis. Heureusement, apparemment, ils sont revenus sur le contrat. C'est-à-dire que le contrat va être réattribué, parce que je crois que le Conseil d'État ou quelqu'un a cassé en fin novembre, je crois qu'ils ont cassé, et que là, on a un appel d'offres qui va se faire, et donc c'est plus Microsoft qui l'a. Heureusement, mais c'est devant le scandale qu'ils ont reculé. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le contrat a été donné à Microsoft. Mais du coup, là, il faut faire attention à ce que les données ne soient pas hébergées sur des serveurs étrangers. Donc ça veut dire que là, on serait plus souverain au niveau de la gestion des données. Je ne sais pas si tu savais, Philippe Fabien, si vous saviez que des membres de Bas les Masques, le collectif dont je fais partie, ont mis en place une pétition sur le site du Sénat pour pouvoir atteindre un certain nombre de signatures pour débloquer l'obligation de mentionner ce débat au niveau parlementaire. Donc il y a une pétition qui est disponible sur le site du Sénat sur cette question des données vendues à Microsoft. Tu fais bien de préciser parce que c'est important de se mobiliser. Je ne savais pas que tu allais en parler, je profite de ça. Ouais. Ils ont mis en place une pétition, je ne sais pas combien de signatures c'est, mais les gens peuvent aller signer pour obliger un débat au niveau... Voilà. Parce que déjà, il y a la protection des données personnelles. Déjà, c'est la première chose, c'est la protection des données personnelles. Et ça veut dire non seulement l'État ne devrait pas y avoir accès, parce que c'est simplement notre médecin référent, mais là, en plus, c'est un organisme privé dans un autre pays. Donc, c'est un scandale monumental. Et là, en termes de perte de souveraineté, déjà, perte de souveraineté gouvernementale, étatique, mais souveraineté personnelle aussi. Et c'est pour ça que tu faisais le lien. Et les boîtes françaises feraient pas plus mal que Microsoft pour gérer ces bases de données. C'est aucun problème, c'est pas une complexité incroyable de les gérer des bases de données. Je pense qu'on est davantage dans le conflit d'intérêts ou dans le rapport de renvoyer la balle plutôt que d'autres choses. Mais ça serait l'objet d'un autre débat. Avant qu'on conclue, j'aimerais, toi qui es psychologue, Lucien, puisqu'on parle de crise sanitaire, tu as parlé de malaise chez les soignants, et c'est vrai que nous, peuple, on peut être bien soigné si on a des soignants qui sont bien physiquement, psychologiquement et moralement. J'aimerais que tu nous fasses un point par rapport à cette pression qu'on a évoquée avec Philippe, donc cette pression économique, financière, puis quelque part le fait d'être malmené chez les soignants. Dans quel état psychologique se trouvent les soignants aujourd'hui ? Très mauvais. On a fait une étude avec des collègues universitaires. On a fait une étude, on ne sait pas encore si elle va être publiée ou pas, mais on a fait une étude où on a observé le rapport entre la gestion de la crise sanitaire et l'état psychologique des soignants. On constate que les hypothèses de départ, c'était de savoir est-ce que les soignants qui jugent le plus mal la gestion de la crise sanitaire, sont aussi ceux qui développent des scores élevés à des taux d'anxiété, de dépression et de syndrome de stress post-traumatique. Il s'avère que ces hypothèses, elles sont validées. Donc on est en train de rédiger quelque chose, on ne sait pas encore si ça va être publié. On a des taux importants de syndrome de stress post-traumatique, des taux importants d'anxiété et des taux importants de dépression. Donc l'état des soignants est évidemment au plus mal. Il y a trop peu d'études sur le sujet. Mais bon, voilà, à un moment donné, on peut faire les études qu'on veut. Quand on voit qu'une infirmière sur 3 souhaite partir de l'hôpital
République et qu'il y a des suicides énormes, où il y a une opacité sur ça aussi, oui, ça va très très mal, bien sûr. Et il faut bien rappeler que plus il va y avoir de confinement, reconfinement, tout ça, plus ça va fatiguer le système hospitalier qui, un jour, finira par engendrer une crise si je me permets, beaucoup plus grande, quoi. Le problème qu'il y a, c'est que cette stratégie de vaccin, en fait, c'est une stratégie à 9 mois minimum. Si le vaccin qu'on nous donne marche, ce qui n'est pas du tout sûr sur le nouveau mutant, etc., s'il n'est pas dangereux et qu'il marche et que tous les Français prennent ce vaccin et puis les autres vaccins disponibles, on aura fini de vacciner probablement dans 9 mois. Après, les chiffres optimistes de Véran. Ce qui veut dire qu'on va subir encore 9 mois pour vous de confinement, déconfinement, et pour nous, 9 mois de pas mal de gens potentiellement à l'hôpital, donc une fatigue. Donc c'est une absurdité de faire ça, et c'est criminel de le faire, alors qu'on peut tester on ne laisse pas la chance aux gens d'être soignés par des remèdes. Alors je rebondis sur ça, je ne sais pas s'il faut conclure, mais ce que c'est hyper important de savoir, c'est que là, je parle plus en tant que psychologue, je parle en tant qu'analyste politique, mais ce qu'on a décrit de la première phase de la crise, ça va se répéter. C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que ça se répète inlassablement. Là, la couverture vaccinale en France, il faut savoir que la France a décidé de s'octroyer les services d'une société privée américaine qui s'appelle Kinsey, que le gouvernement français paye 2 millions d'euros par mois, alors qu'on aurait pu mobiliser les agents territoriaux, les acteurs de terrain, les médecins, les gens qui travaillent sur le terrain, on aurait pu mobiliser tout le monde. Entre ça et choisir une société privée américaine, très controversée en plus, parce qu'ils ont permis de vendre des opiacés dans des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis on a vu que ça a été prouvé qu'ils ont tué des centaines de milliers, enfin ils n'ont pas tué, mais les opiacés ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Donc la France s'octroie les services de cette société de conseil privée américaine qui a commencé la couverture vaccinale le 27 décembre, et depuis le 27 décembre, on est parmi les pays du monde qui vaccinent le moins. Donc qu'est-ce que fait cette société privée? Est-ce que nous, les collectivités, les agents publics, on pourrait pas faire mieux? Et alors la question... Donc là, c'est une vraie question de souveraineté. Ça recommence. C'est une vraie question de souveraineté, et ça expliquera aux gens pourquoi, en fait, dans toute l'Europe aussi, et dans tous les grands pays occidentaux plus généralement, on a la même gestion de la crise. C'est que McKinsey n'a pas été choisi que par le gouvernement français. Cette grande entreprise américaine a été choisie par plein de gouvernements étrangers. Voilà. Pour des conseillers dans la politique. C'est pour ça que cette politique se ressemble. De conseils. C'est des conseils internationaux, multinationaux. Et les gouvernements font d'énormes erreurs là-dedans. Et là, on rejoint cette médiocratie. Ils sont incapables. Et ça, c'est un effet très important. Pour moi, il y a deux problèmes dans cette crise. Il y a la souveraineté nationale qui n'est pas là, qui pose des problèmes directs. Et elle a des effets de second tour. C'est-à-dire le fait que les gouvernements n'ont pas de souveraineté. Les hauts fonctionnaires qui travaillent n'ont pas de souveraineté. Donc tout ça est une comédie. En fait, ils manquent de masques, ils sont obligés de mentir en permanence, de faire de la com. En fait, ça sélectionne très négativement. Ça fait qu'on a une sélection des plus mauvais qui restent et des menteurs, en fait. Alors que ceux qui sont les plus compétents et qui ont le plus de principes moraux partent de la fonction publique, partent des fonctions politiques. Et donc, on se retrouve avec une sélection des médiocres qui descend ensuite dans la pyramide, et on se retrouve avec une médiocratie, une idiocratie. C'est vrai en politique, et on le voit. Il suffit d'écouter, d'ouvrir France Inter ou France Info et d'entendre le niveau moyen du débat politique. Je veux dire, c'est juste insupportable à entendre. Exactement. De médiocrité. Et cette fameuse pyramide que nous vendent les technocrates, comme quoi il y aurait dans la société les experts, les administrateurs et les gens ordinaires et utiles comme nous, est en train de s'effriter. C'est vrai. Et en plus, c'est ça. En fait, c'est ça cette médiocratie. Ils se croient ultra intelligents et capables de tout gérer. Donc, ils font des process à l'hôpital. Voilà. Ils font des process donc les médecins sont plus que des outils des process. Ils les prennent pour des cons, alors que ce sont les mecs en haut qui sont tout à fait, qui sont médiocres. Mais c'est pareil aussi dans le privé. Ça, c'est important de le comprendre. Il faut pas fétichiser le privé. Moi, je connais pas mal de gens qui sont dans le privé, et j'ai été dans le privé, donc je vois bien ce qui se passe. Il se passe la même chose. C'est un problème financier aussi. C'est-à-dire qu'on sélectionne aussi dans le privé un PDG qui va avoir des stock options généralement ou d'un intéressement très fort aux bénéfices, qui va essayer de faire le plus de fric possible. Que va-t-il faire? Il va nommer que des gens qui vont faire de la finance à l'intérieur de l'entreprise, qui vont complètement oublier la dimension des produits. Je fabrique une voiture, mais je veux gagner du fric avant tout. Et à la fin, on arrive où je fabrique des avions comme Boeing, mais je veux gagner du fric avant tout, à très court terme, quoi qu'il arrive. À la fin, on arrive à Boeing qui arrive même plus à mettre un avion qui vole en marche. Alors que c'est là quand même une boîte extraordinairement emblématique avec plein de talents. Eh bien, ils ont
complètement, ils sont en train de casser leur société qui devient médiocratique, et donc toute la vie économique aussi va être nécrosée si on reste là-dedans, dans ce système-là. En même temps que notre vie politique, la vie économique et des entreprises. Et je rajoute à ce que tu dis la logique de reproduction qu'avait théorisé Pierre Bourdieu, à la lumière des événements récents qui ont fait qu'Agnès Buzyn s'est retrouvée recyclée dans le bureau du directeur général Sobriésus de l'OMS. Avec protection diplomatique. Alors, elle n'aura pas la protection. Je suis pas toujours d'accord avec Bourdieu, mais là-dessus, il a raison. Hein. La reproduction des élites, on est à la 3e génération, hein, et ça commence à poser problème. Oui. Alors, on pourrait continuer de cet entretien. Parce qu'il faut aussi parler, c'est très important, mais on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire, mais je tiens à le dire, il y a eu une relation entre le pouvoir central étatique, très jacobin, pour parler comme à l'époque, et les maires de France. Il y a eu une relation de mépris, une relation de servitude. On les a traités d'irresponsables par moment. On leur a dit, on vous adore, on a besoin de vous pour gérer le déconfinement. Et là, on remarque que c'est la même chose aujourd'hui. Les maires sont traités à la fois d'irresponsables, à la fois de gens pour lesquels on a besoin d'eux, dès que ça arrange le gouvernement. Et ça, je pense que c'est une vraie question de souveraineté. Mais c'est ce que on disait, on en parlait, c'est toi qui as eu cette idée, tu as tout à fait raison. Et en fait, ce que tu remarquais, c'est qu'en fait, quand ils ont besoin des maires pour se défausser de leurs responsabilités dans le déconfinement, ils donnent aux maires le déconfinement et la responsabilité. Et quand en fait, ils veulent ensuite, ils les méprisent, et ils disent, vous fermez tous vos petits commerces et vous vous taisez. Voilà. Et quand les maires prennent des arrêtés municipaux pour outrepasser cette interdiction des commerces parce qu'ils disent que ça sert à rien, parce que les commerces, les gens, ils vont pas aller là, ils vont les sentencer dans les centres commerciaux. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui encensé ces mêmes maires, dit ce sont des gens irresponsables qui font sécession. Non, mais c'est quand même incroyable. Et ça, c'est une vraie problème de souveraineté. Il y a un État surpuissant aujourd'hui qui muselle les maires. Et je pense que voilà, il faut. En fait, un État qui est pas surpuissant, mais autoritaire. Autoritaire. Et qui est autoritaire, mais en fait, c'est juste un jeu de défausse. Ils sont médiocres. Donc, quand il y a des risques, on défausse. Quand il y a les bonnes décisions à prendre, en tout cas, ils le considèrent. Ils prennent les décisions pour eux. C'est un jeu très, très malsain, quoi. Très malsain. Merci beaucoup à vous deux.